Pour commencer la vidéo, je vais vous demander un petit effort de mémoire. C'est quoi le film qui vous a fait pleurer pour la première fois au cinéma? Cherchez bien. La toute première fois que vous n'avez pas osé regarder la personne à côté de vous pour vérifier s'il y avait des larmes sur son visage, et en même temps que vous priez pour qu'elle ne regarde pas si vous étiez en train de pleurer aussi. Et ben moi je m'en souviens parfaitement. Et c'était devant Là-haut. Cette scène de seulement 4 minutes où on voit toute la vie de Carl et Ellie ensemble. C'est magnifique d'avoir réussi à marquer autant et en si peu de temps tout en racontant l'histoire d'un couple qui dure une vie entière. Jusqu'à cette dernière image déchirante. Ah non mais les larmes ont coulé à flot sur mon visage, et puis je dois vous l'avouer, j'avais super honte. Mais alors que j'essayais d'essuyer au plus vite les larmes sur mon visage avec la manche de mon pull pour essayer de pas être cramé, bah là, les lumières de la salle se sont rallumées. Et c'était la première fois que ça m'arrivait, alors j'ai osé regarder autour de moi. Et là j'ai compris que j'étais pas seul, on était tous en train de pleurer. Dont ma grand-mère avec qui j'étais au cinéma ce jour-là et que je ne pensais jamais voir pleurer une fois dans ma vie. Et encore moins devant un film d'animation. Mais cela dit, elle aussi est veuve dans la vraie vie, donc je comprends que le film l'ait touchée. En bref, le monde le sait, mais personne ne veut le montrer. Le regard reste dirigé sur la toile. Pudique, on se laisse tranquille, comme une sorte de trêve dans le jugement. Et personne n'ose parler, jusqu'au moment de l'entre-deux-portes de la salle de cinéma, où là on commence à percevoir les premiers reniflements. C'est dans une salle de cinéma les seules fois où j'ai vu mes parents pleurer et même certains amis. Alors pourquoi est-ce que les films ont ce pouvoir-là? Pourquoi cette exception? Et ben c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Parce qu'on a tous déjà pleuré devant un film, mais par contre on s'est jamais vraiment demandé pourquoi on aimait ça. Alors mettez-vous dans votre canapé ou au fond de votre lit avec une boîte de mouchoirs, parce que dans cette vidéo, on va voyager ensemble à travers les scènes les plus touchantes de l'histoire du cinéma. D'Harry Potter à Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou encore Forrest Gump. Ouais, accrochez-vous, ça va pas être marrant. Bon, s'il y a bien un style de film qui est absurdement fort pour nous faire vivre des émotions aussi intenses, c'est les animés. Du Tombeau des Lucioles allant jusqu'au château ambulant, personnellement, je pleure à chaque fois. Je peux pas me retenir, c'est horrible. Et il y a 2 mois, j'ai eu l'occasion d'aller au Japon et de pouvoir aller voir ça de mes propres yeux et essayer de comprendre pourquoi ils étaient aussi forts. Et quand tu voyages, il y a un truc tout bête, mais qui change absolument tout. Avoir internet dès que t'arrives. Ah non, parce que t'as beau être au Japon, si t'as pas internet, t'es juste un touriste perdu devant une station de métro avec 40 sorties, des panneaux écrits en japonais, enfin c'est un enfer. Et ça tombe bien parce que le partenaire de cette vidéo, c'est Saily, une application qui te permet d'installer une eSIM sur ton téléphone, donc une carte SIM dématérialisée, et d'avoir une connexion à l'étranger en quelques clics dès ton arrivée à l'aéroport. Tu télécharges l'appli, tu choisis ton forfait selon ta destination, et ta eSIM s'active automatiquement quand t'arrives en détectant le réseau local. Et derrière, tu peux faire tous les trucs les plus importants en voyage. GPS, map, traduction, réservation, message, sans dépendre d'un wifi au hasard. Et ce que j'aime bien avec Saily, c'est que ça t'évite les galères classiques. Donc déjà, t'as pas besoin de faire la queue à l'aéroport des heures pour avoir une SIM classique, et surtout tu évites les hors forfaits et les frais d'itinérance, et croyez-moi ça pique. Et pour vous dire à quel point ça pique, il y a un gros youtubeur français qui vit au Japon qui a eu je crois 40 ou 50 000 euros de hors forfait. Ça fait pas plaisir. Et si tu bouges beaucoup, ils ont aussi des plans régionaux et mondiaux, donc tu peux voyager sans te prendre la tête avec ta connexion. Donc si vous avez un voyage de prévu bientôt, vous pouvez télécharger Saily et profiter d'une réduction exclusive de 15% sur votre eSIM en utilisant le code Louis15 au checkout. Le lien est en description, nous on retourne à la vidéo, et prenez bien votre paquet de mouchoirs parce que vous allez peut-être lâcher quelques petites larmes. À l'été 2017, alors que ma vie était encore très simple, j'avais pas de loyer à payer ni d'impôts, je me retrouve devant un film qui va me plonger dans un quotidien que je connais pas du tout. A Ghost Story de David Lowery nous parle du deuil. Ouais, c'est un sacré thème, c'est pas le truc le plus fun. Mais en même temps, le sujet de la vidéo, c'est pleurer. Et alors là, pour pleurer, j'ai bien pleuré quand même. On suit l'histoire d'un couple avant que le mari ne meure. Il devient alors un fantôme et observe sa femme continuer à vivre sans lui. Mais il devient pas n'importe quel fantôme. C'est le même fantôme que quand on était enfant et qu'on prenait un drap blanc, qu'on faisait des trous devant les yeux. Mais contrairement à nous quand on mettait ce costume, lui, il est triste. Triste de voir cette femme qu'il aime reprendre sa vie au fur et à mesure qu'elle s'habitue à son absence, sans voir qu'il est toujours là. Et nous, on est avec lui, au milieu de la pièce, impuissant, simple spectateur. Donc grâce à ce film, je vis quelque chose que je ne connais pas. Et franchement, j'ai pas du tout envie de la vivre. Comme pour un film d'horreur, on a tous déjà connu la peur de se faire poursuivre par une gamine possédée, mais quand on rentre chez nous, y a pas de gamine possédée qui nous attend. Enfin, quoique vérifiez quand même en dessous de votre lit ce soir. Après, je dis ça comme ça, quoi. Et ça, c'est exactement comme dans cette scène du Roi Lion. Si, vous voyez très bien de quelle scène je parle. Brother, help me! Long live the king. Dad? Dad, come on. You gotta get up. Dad.
Et même à cet âge-là, on aime ça. Sérieusement, combien de fois j'ai regardé ce film? Mais bon, à chaque fois on s'en remet. On est juste content d'avoir ressenti ça fait du bien. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnages, eux, ils craquent pas. Ils sont calmes dans leur peine. Et c'est ce calme-là, justement, qui va donner une émotion aussi forte au spectateur. C'est un peu comme s'ils laissaient la place à notre propre émotion. Et cette manière, justement, de pas trop en faire, on en reparlera plus tard parce que c'est un ressort ultra important pour les émotions au cinéma. Mais c'est sûrement pas le seul. Enfin bref, tout ce que j'explique depuis tout à l'heure, ça peut se résumer en un seul mot, l'identification. C'est se voir à la place du personnage, qu'il soit un fantôme ou un lionceau. Parce que s'identifier, c'est pas voir un personnage qui nous ressemble physiquement ou socialement, ça a rien à voir avec ça. S'identifier, c'est voir un être qui vit quelque chose qui pourrait nous arriver un jour. Et s'il y a bien un film qui a fait pleurer tout le monde, c'est Forrest Gump. Le personnage est extrêmement touchant grâce à un Tom Hanks magistral. Surtout dans cette scène-là, devant la tombe de Jenny, celle qui a été là toute sa vie avant de devenir sa femme et la mère de leur enfant. I don't know if Mama was right or if it's Lieutenant Dan. I don't know if we each have a destiny or if we're all just floating around accidental like on a breeze. But I think maybe it's both. Bon, dans ce cas-là, c'est voir nos plus grandes peurs, mais c'est aussi y voir nos plus grands désirs, nos plus grands échecs, comme nos plus belles victoires. Bon, alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous devez commencer un peu à me connaître, et c'est le moment où je vais reparler de Rocky. Rocky 1 et 2, plus précisément. Parce qu'à eux deux, ces films représentent le modèle qui nous touche le plus. Ce même modèle sur lequel reposent les animés comme Naruto, Dragon Ball Z, One Piece, Demon Slayer, l'Attaque des Titans, et tous les suivants qui seront de la même lignée. S'entraîner pour devenir plus fort, combattre, échouer, douter, se remettre en question, s'entraîner de nouveau pour devenir encore plus fort, combattre et cette fois-ci, gagner. Et bah c'est exactement ce que fait Rocky. Dans le premier film, il s'entraîne pour combattre Apollo Creed, un grand champion, alors que Rocky, lui, c'est qu'un amateur. Et ça, c'est littéralement tout le film. Et à la fin, alors qu'il semble si proche de gagner, que le public s'est rangé de son côté, alors qu'il ne pensait avoir aucune chance, le gong retentit. Rocky ne gagnera pas ce combat. La décision va à son adversaire. Celui qui ne voulait que tenir debout jusqu'au dernier round voit qu'il aurait pu gagner. Et il n'est pas le seul à le voir, le public aussi. Mais surtout, Apollo Creed. Donc dans le 2, après pas mal d'hésitation, l'entraînement va recommencer. Le combat va de nouveau se rapprocher et non seulement à la fin il est toujours debout, mais surtout, cette fois-ci, l'autre reste couché. Plus la victoire a l'air proche, plus l'échec fait mal. Mais encaisser cet échec pour mieux réussir ensuite, et bah ça c'est grand. Ça c'est une émotion qui touche et qui renverse. Pour la plupart c'est se lever le matin, prendre le métro, aller travailler et rentrer. Tu te retrouves pas sur un ring à devenir champion du monde des poids lourds. Tu peux avoir des petits pics dans ta vie qui vont te faire ressentir des émotions fortes, mais ce sera jamais des émotions aussi grandes que dans les films. Sauf que nous ce qu'on veut c'est être marqué, c'est éviter le fade et aller chercher la couleur dans nos vies. C'est exactement pour ça que les relations sans lendemain existent. C'est pour ça que l'alcool et les drogues continuent de faire partie du décor dans le quotidien de beaucoup de gens. Mais c'est aussi pour ça que la promesse d'un film qui va nous faire pleurer, c'est aussi la promesse de se sentir un peu plus vivant. L'intensité. It's enough to make a grown man cry. But not this man. Get back in there, Tia. C'est une belle promesse où le banal n'a plus sa place. Et dans notre société, tout nous crie qu'il faut fuir cette banalité. Les réseaux sociaux, la publicité, et du coup cette petite voix à l'intérieur de nous. Et au milieu de tout ce temps perdu, justement, on a de plus en plus conscience d'à quel point il est précieux, ce temps. Alors maintenant, regarder un film, c'est devenu pour beaucoup prendre un risque de le perdre. Passer 2 heures à ne rien ressentir et à s'ennuyer. Exactement comme quand je regarde la saga à contresens sur Prime Video, c'est la même chose. Et ce, quand ils auraient pu passer 2 heures à scroller, shot de dopamine après shot de dopamine. Mais par contre, si c'est sûr à 100% qu'un film va nous faire pleurer, qui va nous impacter, alors là, c'est différent. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les films les plus élitistes, comme Le Pianiste, La Liste de Schindler ou encore des films obscurs en noir et blanc. Les films populaires de notre enfance en sont remplis. La mort de l'oncle Ben dans Spider-Man 1, la mort de Tony Stark dans Avengers Endgame, mais aussi celle de Dumbledore dans Harry Potter. Et pourtant, c'est pas de celle-ci dont je vais vous parler. Dans le tout dernier film de la saga, il se passe un truc encore plus fort. Mais attention, je vais devoir spoiler un peu. Rogue n'a jamais été l'ennemi, mais l'allié dans l'ombre de l'amour entre Lily et James, les parents d'Harry. Mais son patronus restera celui de celle qu'il a aimée. Lily, after all this time. Always.
Ah non mais la révélation elle est trop forte, elle est trop intense. En fait elle te fait comprendre bien trop de choses en seulement quelques minutes. Mais pour que ça fonctionne par contre, il aura fallu 7 films avant où les événements et les indices se sont succédés. On ressent cette émotion justement parce qu'il y a ces 7 films derrière. Et pas parce qu'un mec chelou jette un sort qui ressemble à une biche. Et cette intensité là, dans le cinéma dit populaire, il y en a une sacrée dose. Attention, encore une fois je vais spoiler un peu. Ah personnellement je me suis jamais remis de Matthew McConaughey dans Interstellar, voilà je suis désolé, je dois le dire, oui, mais c'est horrible. Cette scène là où il hurle derrière une armoire, c'est... Ah pfff. Make him stay. Make him stay, Murph. Don't let me leave, Murph. Don't let me leave, Murph. No! 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 Sincèrement, combien on est à avoir pleuré en même temps que lui. En fait, c'est parce qu'on s'imagine aussi impuissant que lui, et c'est déchirant. Il avait promis à sa fille de revenir, mais là il est bloqué dans ce monde parallèle, hors du temps, mais pourtant prisonnier de celui-ci. Cette fois l'émotion est là, alors que l'acteur ne retient plus rien. Y a pas d'identification, là c'est seulement de l'empathie. Un peu comme si c'était devenu impossible de pouvoir accepter un tel échange émotionnel. Là c'est le cerveau qui sature. C'est un peu comme un micro dans lequel on crie trop fort. Alors ici les larmes viennent malgré cette pudeur dont on parlait au début. Parce que face à un film, on a le droit de pleurer, c'est ok. Parce que pour une fois, on n'a pas besoin d'autorisation. C'est pas mal vu. Et s'il y a bien une scène qui l'illustre parfaitement, c'est cette scène dans le film Iron Claw sorti il y a pas très longtemps. C'est un film sur le catch, donc sur un milieu extrêmement viril, avec beaucoup de pudeur. Mais alors qu'on est à la fin du film et que le personnage que joue Zac Efron a perdu tous ses frères, même lui n'arrive plus à retenir ses larmes. You okay, Dad? I'm sorry. Sorry, boys. You shouldn't see me like this. It's okay, Dad. You can cry. Everyone cries. Do you think you know why you're sad? I guess it's because I used to be a brother. Now I'm not a brother anymore. Alors cette scène elle est marquante, mais c'est surtout la prestation de Zac Efron dans toute l'entièreté de l'œuvre qui est exceptionnelle. Il a été snobé des Oscars, je comprends même pas pourquoi. J'aurais jamais pensé une seule fois de ma vie que Zac Efron me fasse chialer devant un film. Et bah c'est arrivé, voilà, bravo à toi Zac Efron, on t'adore. Et donc, alors que pleurer c'est probablement l'activité la plus solitaire qui puisse exister, et bah on aime le faire devant un film parce que justement on sait qu'on n'est pas seul. Comme l'a appris le gamin que j'étais quand j'ai vu Là-haut pour la première fois. D'un seul coup on fait partie d'un groupe, et on se reconnaît, on se sait, avec un petit signe de tête, exactement comme dans cette scène de Dark Knight Rises. Alors que Bruce Wayne s'est sacrifié pour sauver Gotham, quelques années après, Alfred, son majordome, en vacances en Italie, a du mal à croire ce qu'il voit, sur la terrasse de ce café. Ah, j'étais complètement fou la première fois que j'ai vu cette scène. Elle vient conclure le film, elle est parfaite. Michael Caine, ce regard, il est gravé dans ma mémoire, j'en fais des cauchemars la nuit. Et ça fait déjà 2 fois qu'on parle de Christopher Nolan dans cette vidéo. Et justement, c'est parce que Christopher Nolan, c'est le réalisateur au retournement de situation. Faire partie du secret avec des centaines de milliers de gens parce qu'on a regardé un film en entier, bah c'est ça, l'expérience de groupe ultime. Et en parlant d'expérience de groupe, bah il y en a un qui est impossible à ignorer ces derniers temps quand on parle de pleurer devant un film. Les films du studio Ghibli. Ah vraiment, je pense que le but principal derrière ce studio, c'est de nous foudroyer le cœur à chaque film. Mais là, je me concentre sur un truc qu'on n'a pas forcément vécu, mais qu'on transpose à travers le visionnage d'un film. Et ça, il n'y a pas que les films qui réussissent à le faire. L'art, en général, en est capable de cette intensité. Une musique peut nous transpercer, un tableau peut nous bouleverser, un livre peut nous transporter. On se fait traverser par ces œuvres. Mais il y a un autre support qui est en train de réussir à prendre sa place aux côtés de ces mentors de l'émotion. Messieurs, dames, les vidéos YouTube commencent à avoir leur Mozart. Qui n'a pas été prêt de pleurer devant la vidéo sur Sea of Thieves ou sur Outer Wilds de The Great Review? Qui n'a pas été soufflé par la fin de la vidéo du musée de l'oubli d'Ego? Personnellement, j'ai même chialé comme un bébé devant la vidéo qui retrace le parcours de Faker alors que je n'y connais rien à League of Legends. Ces deux gars-là, c'est probablement les créateurs de contenu les plus talentueux quand il s'agit de retranscrire une émotion. Parce que créer des vidéos, c'est comme créer des films, écrire des bouquins ou faire de la musique. Parce qu'au fond, ça reste juste un humain qui veut dire ce qu'il ressent à d'autres humains. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire avec mes vidéos d'ailleurs. Vous retransmettre ses émotions. On a atteint 90 000 abonnés sur la plateforme il y a pas longtemps et c'est une folie. À chaque palier, je n'aurais jamais cru qu'autant de monde me suivrait un jour. Et ça me motive à fond. C'est pour ça qu'on est en train de vous préparer des vidéos de fou furieux pour l'année 2026. Et je vous tease un peu, mais on est en train de bosser sur un gros concept qui a rien à voir avec du storytelling, mais qui a un rapport avec le milieu de l'acting, du cinéma, et il y aura peut-être des créateurs de contenu dedans. Enfin bref, je m'arrête là, j'en ai trop dit. Alors si tu veux suivre tout ça, abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que vous êtes 80% à regarder mes vidéos sans être abonné. Si cette vidéo te fait kiffer déjà, mets un like, ça prend 2 secondes, t'appuies sur le bouton, et puis ensuite
ensuite tu vas me dire en commentaire quel est le film qui t'a le plus fait pleurer. Et si tu veux encore plus m'aider, il y a qu'un seul moyen, c'est de booster cette vidéo. Alors attention, ça marche que sur téléphone, tu swipes la section commentaires, tu cliques sur booster, tu peux booster la vidéo 3 fois, fais-le si ça te fait plaisir. En tout cas moi ça me ferait plaisir. Et si t'as envie de voir encore plus mon travail, bah ça tombe bien parce que sur Instagram et TikTok je fais des vidéos tous les jours. Donc va me suivre, je te parle de cinéma, je te conseille des films à regarder, il y a tout ce que tu veux. Et si c'est plutôt discuter qui vous intéresse, venez sur Discord, on a une communauté, j'essaye d'être le plus actif possible, vous pouvez m'envoyer des messages privés, on discute, on parle de ciné, on est 1400 et quelques, c'est très cool. Venez sur le Discord. Bon c'était un peu long, je suis désolé, assez parlé de moi. Revenons au fait qu'on chiale devant les films et qu'on adore ça parce que c'est pas tout à fait normal quand même. En bref, que ce soit une intensité nouvelle ou une réalité déjà vécue, c'est des souvenirs qu'on partage. Et bah ça nous touche. Et je suis désolé d'avance, mais là on va pleurer un peu ensemble. Oui, il est temps de montrer cette scène d'Eternal Sunshine of a Spotless Mind. I wish you'd stayed. I wish I'd stayed too. Now I wish I'd stayed. I wish I'd done a lot of things. I wish I'd stayed. I do. La scène fonctionne parce qu'on a déjà tous, pour la plupart, connu l'amour, en réciproque ou non. Et dans le cas de ce film, que l'autre nous efface de sa mémoire. Ah, tu te fais pas juste quitter, là tu te fais supprimer, carrément, c'est horrible. Mais quoi de plus beau qu'un amour impossible? Absolument rien, sinon Roméo et Juliette ne resteraient pas la référence ultime depuis des siècles. Pourquoi est-ce qu'on va regarder un film d'amour quand on est en pleine rupture? Pourquoi on fait ça? C'est complètement fou. Pourquoi est-ce qu'on veut pleurer encore plus qu'on ne le fait déjà? Parce que ouais, là pour le coup, l'intensité, on l'a déjà dans la vie réelle, donc ça suit plus du tout la logique de la vidéo. Et bah en fait, c'est normal. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé du cerveau qui sature, comme un micro dans lequel on crie trop fort? Et bah il manquait un bout de la phrase, sur pourquoi est-ce qu'on a besoin de vivre ça. Parce que crier dans un micro, bah ça donne jamais un son de fou. Mais par contre le moment, lui, il est libérateur. Et ça me rappelle cette scène quand Dwayne, dans Little Miss Sunshine, découvre qu'il est daltonien alors qu'il faisait vœu de silence. What happened? He's colorblind. He can't fly. C'est pas seulement les couleurs qu'il vient de perdre, c'est surtout son rêve. On ne peut pas être pilote d'avion si on est daltonien. Alors dans ce cas, le cri est libérateur pour lui, mais aussi pour ceux qui l'entendront. Et ça, c'est ce qu'on appelle la catharsis. Alors le mot il fait un peu peur, mais t'inquiète pas, c'est très simple à comprendre. Combien de fois ça vous est arrivé de repousser toujours plus le moment de regarder un film que vous savez triste? Vous saviez qu'il fallait le voir, vous saviez que ce serait une claque émotionnelle, mais pourtant c'était pas le moment. Aujourd'hui, on appelle ça la disponibilité émotionnelle. En bref, c'est un message du cerveau qui nous indique qu'on n'a pas besoin de ça forcément pour le moment. Et puis un jour, un événement arrive. Une rupture, la perte d'un proche, un échec ou un changement de vie, et c'est bon, le moment est là, on est disponible. Et ce sera probablement une des plus grandes expériences de votre vie devant un écran. Ah parce que oui, se mater nos étoiles contraires quand c'est le moment, ça brise un homme. Et cette scène où un proche meurt et qu'on s'effondre, bah c'est un moment cathartique pour le spectateur, au sens où Aristote l'entendait. La catharsis, c'est utiliser une œuvre pour se purifier. C'est utiliser l'émotion comme un pont avec le spectateur. En gros, c'est revivre quelque chose et s'en libérer. C'est un peu comme si tu regardais une peur et que tu l'abandonnais là, sur le sol. Exactement comme dans cette scène de Manchester by the Sea, quand Lee se rend compte qu'il est responsable de la mort de ses 3 enfants. C'est peu de le dire, mais sa réaction on la comprend. On la sent parce que dans la même situation, est-ce qu'on ne ferait pas la même chose? Peut-être que si, peut-être que non, mais on comprend. Et c'est ce doute-là qui nous fait peur. Mais maintenant, parlons d'un sujet encore plus intéressant. Pourquoi certains films qui veulent nous faire pleurer n'y arrivent pas? Ah, il y a des films devant lesquels on ne ressent rien, on ne se libère de rien. Shut the fuck up! Shut up! C'est comme un plat, plus il est compliqué et sophistiqué, plus il a de risques de ne pas plaire. Alors là je vais prendre un exemple qui va pas me faire d'amis, je sais, mais The Whale de Darren Aronofsky nous parle d'un professeur obèse qui n'arrive même plus à sortir de chez lui, et à la fin il meurt. Et pour moi c'est cette scène qui pose problème. And I felt saddest of all when I read the boring chapters that were only descriptions of whales. Because I knew that the author was just trying to save us from his own sad story. This book made me think about my own life. And then it made me feel glad for mine. La scène fait un plongeon, un tout droit direct dans le pathos. Ça sort les violons et la grande lumière divine. Alors le pathos, ça se résume à tout faire pour vouloir toucher le spectateur, mais alors vraiment tout. Et si ça marche pas, c'est parce qu'aujourd'hui le pathos, on le voit arriver de très très loin. On a déjà vu beaucoup de choses, donc pour que l'émotion soit là, il faut qu'on se fasse surprendre un peu. Et pour ça, généralement, il nous suffit juste d'un acteur. Le talent le plus brut possible. Parce que crois-moi, tu peux mettre le pire acteur dans les meilleures conditions possibles, tu seras pas touché du tout. Le meilleur acteur, par contre, lui, il le fera sans rien. Et c'est le moment de reparler de la manière qu'un acteur a de transmettre ses émotions. Et il y a une règle très simple que j'ai appris en cours de théâtre.
Pour que le spectateur craque, il ne faut pas que l'acteur craque aussi. Dans les animés par exemple, c'est super rare et si ça arrive, c'est vraiment l'accumulation de tellement de moments où les larmes ne sont pas sorties. Et ça, c'est ce qu'on appelle la zone de retien. Pendant cet instant, l'acteur et nous, le spectateur, on est traversés par la même émotion. Dans la vie ou à l'écran, c'est ça qui fait des ravages. L'émotion, celle qui ne sort pas, celle qui s'installe en nous et nous bouffe de l'intérieur. Exactement comme dans un des meilleurs monologues cinéma et série confondus que j'ai vu de ma vie. Celui de Jeremy Allen White à la fin de la première saison de la série The Bear. Il parle littéralement de la mort de son grand frère. Une mort largement due à l'addiction qui l'a conduite à abandonner. Donc là, cette scène, elle arrive dans le dernier épisode de la première saison. Dans une réunion qui est faite pour les proches de gens souffrant d'addiction justement. My brother could make you feel confident in yourself. You know, like when I was a kid, if I was nervous, I was scared, I wouldn't want to do something, he'd always tell me to just face it. I'm not built like that, man. I didn't have a lot of friends growing up. He stopped letting me into the restaurant a couple of years ago. He just cut me off cold. And I think that flipped this switch in me where I was like, okay, fuck you, watch this. Carmy, lui, c'est un jeune cuisinier prodige qui a fait ses armes dans les plus grands restaurants du monde avant de revenir dans un petit restaurant de sandwich qui est la seule chose que son frère lui a laissé. C'était impossible pour lui de ne pas le reprendre, c'est un dilemme moral. À ce moment de la saison 1, il vient d'essayer de sauver ce restaurant avec une équipe qui n'est pas habituée à la rigueur que lui a connue pendant sa carrière. En bref, Carmy vit un calvaire. Et ça a créé des moments magnifiques, mais surtout beaucoup de tensions. Et tout ça, il l'a enduré pour son frère. Et c'est ce dont il se rend compte au fur et à mesure que la saison 1 défile. C'est un grand moment d'émotion donc. Et pourtant, les pleurs ne viennent jamais. Le son de sa voix n'arrête pas de monter et de descendre, mais sans jamais exploser. Bon là, je dois vous avouer un truc, voilà, peut-être que parfois, quand je m'ennuie un peu devant une série, je scrolle un peu sur mon téléphone, mais pas grand-chose, quelques minutes, tu vois, enfin juste pour combler le vide, quoi, enfin je sais pas, c'est pas l'excuse. Bon, et bah devant cet épisode de The Bear, c'était le cas. Mais alors que j'étais en train de scroller, ça faisait un petit moment que je l'entendais parler dans le fond comme ça, et je me suis dit, attends, j'ai dû louper pas mal de trucs là quand même. Donc je pose mon téléphone, je remets la scène au début, et là je suis complètement sidéré parce que je suis en train de regarder. Et je fonds en larmes, littéralement. I felt like I could speak through the food, like I could communicate through creativity, like I was finally, I was good at something that was so new and that was so exciting and I just wanted him to know that and I just wanted him to be like, good job. Le monologue, c'est une folie en termes d'acting. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, peut-être que j'ai un œil un peu plus aiguisé que certains parce que j'ai étudié l'acting pendant très longtemps, mais c'est une folie. Et c'est tellement une folie que ça lui a donné l'Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique sur cette saison et à chaque saison en fait. Jeremy Allen White. Jeremy Allen White. The Bear. I am so full of gratitude to be standing in front of you all. I love the show so much. It filled me up. It gave me a passion that set a fire in me to match the beautiful work done by Christopher Storer and Joanna Cowlow. I love you guys. Thank you, thank you, thank you. Ah oui, non, il y a même plus de surprise. Même lui, ça le fait marrer. Hein. Chaque année, il gagne un Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique. Voilà, ça fait 4 ans que c'est comme ça. Une nouvelle saison de The Bear est égale une nouvelle récompense. En même temps, il est beaucoup trop fort. Et si cette scène fonctionne autant, c'est parce que c'est une expérience ou une peur qui est retranscrite par un humain. Je parle pas des acteurs là, mais de l'écriture. Sans écriture, rien n'existe. Sans une bonne histoire, rien n'a de valeur. Et pour en parler, quoi de mieux qu'une des scènes les plus traumatisantes du cinéma de super-héros dans The Amazing Spider-Man 2. La mort de Gwen impacte autant parce que c'est pas Spider-Man qui n'arrive pas à la sauver, non là c'est Peter Parker. Spider-Man lui il réussit à sauver son quartier, sa ville ou même le monde. Mais Peter Parker n'arrive même pas à sauver celle qu'il aime. Sans le contexte, là on voit que la mort d'une personne. Alors que là on voit la mort d'un symbole. Et oui mais c'est ça en fait. Alors que je suis en train d'écrire le script, je me rends compte d'une conclusion que j'avais pas anticipée. Je crois qu'en fait, parmi tout ce que j'ai pu dire, on aime pleurer devant les films parce que ça a du sens. Parce que chaque événement, chaque relation, chaque mort portera une signification forte. Une raison. Peut-être que pleurer devant un film, c'est chercher un sens à une tristesse qu'on partage tous ensemble. Alors maintenant, la prochaine fois que vous pleurerez devant un film et que ça vous fera du bien, rappelez-vous que vous en aviez besoin. Parce que le cinéma, comme les autres arts, ça n'a jamais été un à côté dans notre vie. Et encore moins une pause. On n'est jamais vraiment séparé des autres, de leurs émotions ou de leurs intensités avec les films. Parce qu'on cherche notre propre tristesse dans leurs histoires. Et c'est cette empathie-là qui nous fait sentir humains. Cette compréhension des mêmes peurs et des mêmes désirs que l'on partage. Au final, pleurer devant des films, c'est défaire son armure et redevenir le gamin qui chialait devant Lao ou devant le premier Spider-Man.
Mais c'est pas encore la conclusion. Vous croyez vraiment que vous alliez vous en tirer comme ça? Ah, c'est mal me connaître. Je vous ai concocté une petite surprise et c'est précisément là où la boîte de mouchoirs dont je vous parlais dans l'intro va vous être utile. Parce que maintenant, il est temps qu'on revive tous ensemble ces moments de cinéma si tristes mais tant libérateurs. Après tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, admirons seulement la beauté de scènes magnifiquement jouées, réalisées et écrites dans le seul but de nous toucher. Et pleurons tous ensemble, mais avec le sourire, cette fois-ci. Cette vidéo était peut-être beaucoup plus philosophique que d'habitude, j'ai adoré la faire, j'espère que ça vous a intéressé. C'était Louis, merci beaucoup pour votre temps. Allez, moi je me pose et je regarde avec vous, on se parle en commentaire. Fetch me. No, shh. No, I want my mummy. I want her to come and fetch me. I want to go home. I want my mummy. I want my mummy. I want to get out of here. So that little temper tantrum, was it worth it? You never win with violence, Tony. You only win when you maintain your dignity. Dignity always prevails. En fait, c'est quand j'étais petit, quand j'avais 7 ans, on était chez mon père, moi et ma maman. Il a renvoyé ma maman parce qu'elle n'était pas comme les autres. Don't ask me to do sentimental things for you anymore. It's not fair on Paul. Why are you resisting? I found you. No, but Adam, I don't want you to see me like that in there. You're not in there. You're not in there. You're not in there. 俺たちは確かに強い人間じゃねえ。だけどな。生きる意味は価値はあるんだよ Buongiorno, principessa! L'ho sognata tutta la notte! 何よだからタイタンあげましょうね。どうぞお上がり。食べへんの？